Alors, merci d'être de retour pour la suite de cette discussion sur la charte de la Convention de l'UNESCO de 2005, les politiques culturelles en matière de diversité culturelle. Voilà, alors c'est le sujet de cette journée sur le thème « Accéder à soi, accéder à l'autre ». Alors, nous avons vu ce matin, au moyen de 2 tables rondes, comment l'expression artistique des migrants pouvait contribuer à leur bien-être personnel, en plus d'enrichir la collectivité. On a déjà donc commencé à aborder un peu le thème de l'après-midi, où on veut s'attacher au bien-être collectif. Et l'axe 2 s'intitule donc « Les politiques culturelles, source de renforcement du dialogue interculturel entre les migrants et la société d'accueil ». Alors, les artistes, les citoyens provenant d'autres origines, d'autres communautés, sont plus ou moins bien servis par les politiques culturelles. Alors, ce bien-être collectif, qui serait un objectif, suppose un respect mutuel, un dialogue fluide entre les divers groupes d'une société. Je reprends des termes, voilà, connus. Les expressions culturelles sont un moyen de faire rayonner et interagir les diverses cultures, notamment à travers les médias et les arts du spectacle. En créant, les artistes migrants se trouvent à recréer leur soi et à co-créer ce nous. Autant leur identité se recompose dans leur production culturelle, autant la diffusion de cette culture nous force à des visions plurielles du vivre ensemble. Alors, dans la dernière table ronde, après la pause de 2h30 à peu près, nous allons parler de cet enjeu, comment composer ensemble un nous nouveau. Mais d'abord, le thème de cette première table ronde de l'après-midi, c'est l'accès à l'autre. 4 invités, vous les voyez, je vous les présente, tout en vous rappelant que vous avez des notes biographiques dans le dossier qu'on vous a remis à l'arrivée. Alors, Albert Kwan, qu'on a déjà entendu ce matin, qui est intervenu, auteur et réalisateur, membre du comité pour la promotion de la richesse de la mosaïque culturelle et artistique du membership de l'Union des artistes. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, le don de la synthèse aussi. Nous, on l'appelle le comité mosaïque. Le comité mosaïque, c'est parfait. Alors, on a pu voir Albert au grand écran dans plusieurs films américains, canadiens ou québécois, dont Arrival de Denis Villeneuve. À la télévision, alors pour les gens qui regardent religieusement District 31, il a incarné Julien, vous l'avez peut-être reconnu déjà, et le Dr Chen dans O, sans compter ses rôles dans Un gars, une fille, Trauma, Taxi 22. Au théâtre, il a été de l'adaptation québécoise de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous vous rappelez, d'après le film français, il réalise et produit des projets pour tous les types d'écrans, dont certains à l'international. Merci d'être là, de représenter l'artiste migrant, mais surtout l'UDA. Surtout l'UDA. Surtout l'UDA. Valérie Denay, qu'on entendait aussi ce matin en intervention plus personnelle, conseillère en art et en culture à la Ville de Québec depuis 15 ans déjà, après qu'elle ait travaillé en France et en Afrique sur divers projets culturels et éducatifs. C'est une spécialiste en gestion et en médiation dans le milieu des arts et elle supervise actuellement de nombreux dossiers, dont la mesure Première Ovation, c'est bien ça, les projets de médiation culturelle avec le milieu de l'enseignement et les aînés. Alors, bonjour Valérie, merci aussi d'être là. À ma droite, Ève Lamoureux, bonjour. Bonjour. Professeur au département d'Histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Et vos recherches se concentrent sur 3 enjeux, l'art engagé, les arts communautaires et la médiation culturelle. Vous êtes membre du CELAT, mais aussi de l'Observatoire des médiations culturelles et de la chaire de recherche UQAM pour le développement des pratiques innovantes en art, culture et mieux-être. Vous avez publié plusieurs ouvrages, entre autres Art et politique, nouvelles formes d'engagement artistique au Québec, et coédité quelques ouvrages, dont récemment, l'an dernier, Le vivre ensemble à l'épreuve des pratiques culturelles et artistiques contemporaines. Donc, votre place à cette table est parfaitement justifiée, comme pour tout le monde. Voilà. On est en plein dedans. Ah oui, on va juger. Et enfin, Louis-Philippe Lampron. Bonjour à vous, Monsieur Lampron, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, mais aussi chercheur au sein du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie et co-porte-parole du groupe d'études en droits et libertés de la Faculté de droit de l'Université Laval. Vous vous intéressez à la protection des droits humains au Canada et au niveau international. Vous intervenez fréquemment sur la place publique, peut-être aujourd'hui encore, et vous avez publié plusieurs articles, de même que l'ouvrage « La hiérarchie des droits, convictions religieuses et droits fondamentaux au Canada ». Et voilà, je m'arrête là. Alors, et déjà, j'en reprends beaucoup de vos notes biographiques, mais c'est encore plus long si on a le détail. Alors, écoutez, on vous avait demandé de suggérer quelques points que vous aimeriez aborder. Alors, je commence par vous, Albert.
Autant comme spectateur que praticien, donc des arts de la scène, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'accessibilité à la culture peut être un frein à l'intégration des immigrants? On a donné des exemples d'obstacles ce matin. Est-ce que votre réflexion va exactement dans le même sens? C'est ce que vous avez constaté? Oui, je pense que oui. Et ça a été très bien démontré ce matin. Puis, juste personnellement, moi, ma mère, je suis arrivé ici, j'avais 2 ans, donc je suis de première génération. Ma mère voulait que je sois ingénieur. Elle voulait pas, loin d'elle. Donc, vous ratez votre vie, là? Je rate ma vie, là. Et c'est tout récemment, ça fait peut-être 5 ou 6 ans qu'elle accepte de dire que je suis acteur. Avant, elle ne disait pas ce que je faisais dans la vie. Pourtant, ça fait 20 ans que je roule ma bosse dans le métier, soit comme acteur ou comme réalisateur. Et je suis devenu réalisateur parce que, comme acteur, j'avais pas de possibilité. Il a fallu que je m'en crée moi-même. Oui. Donc, c'est cette difficulté-là de percer ici, même si on sent une ouverture, et de plus en plus, heureusement, mais il y a quand même tout le temps des freins. On en parlait ce matin, oui. Ne serait-ce que de juste quand l'immigrant qui arrive ici, il a déjà toute sa paperasse. En plus, il faut qu'il joigne les rangs de ses pairs ici, qu'il se fasse reconnaître. Heureusement, comme je disais ce matin, l'UDA a pris des mesures pour faciliter l'intégration des artistes immigrants. Puis après ça, si ma mère voulait pas, voulait que je sois ingénieur, ben c'est pas ma mère qui m'amenait au théâtre non plus. Non. Donc il y a tout ce côté-là. On parlait d'aller chercher le public, d'aller chercher les gens. Comment on fait pour que ces migrants-là sachent qu'il y a des programmes qui leur sont offerts? Je lisais dans Le Voir que le Périscope offre maintenant de la médiation culturelle avec des femmes immigrantes et qu'ils offrent aussi, depuis quelques années, des billets suspendus, des gens qui ont acheté des billets ou qui font des dons. Et il y a des billets théâtre qui sont offerts à ces gens-là, mais encore faut-il que les gens sachent que c'est pour eux, que c'est accessible. Donc, il y a ces efforts-là qui sont faits, et il y a aussi aller chercher ces gens-là pour leur faire profiter. C'est complexe, c'est pas... Sans vouloir généraliser, est-ce que c'est si important que ça, là? C'est vraiment une question pour les gens qui arrivent au pays, qui ont des enjeux de survie parfois. Est-ce que c'est si important d'avoir accès à la culture? Parce que vous dites, ma mère était pas fière que je devienne acteur. À quel point c'était comme important dans la vie de votre famille ou des familles que vous connaissez, peut-être d'autres? Mais en fait, quand on change de pays, moi je suis d'origine chinoise, mais je suis né à Madagascar. Et quand je suis retourné à Madagascar, j'ai eu la chance d'y retourner en 1990, mais moi j'ai découvert mon pays. Et là, je me suis rendu compte que, OK, moi je suis né ici, mais ça me dit rien, c'est pas mon chez-moi. Mon chez-moi, j'ai grandi à Drummondville. Et j'ai mangé de la poutine, parce que la poutine vient de Drummondville. Ça, c'est un autre débat. Mais quand on arrive dans un nouveau pays, on se cherche. Moi, j'ai grandi ici, je me suis bien rendu compte que j'étais différent des autres, mais c'est les autres qui me faisaient, qui me rappelaient, qui me ramenaient le miroir de « mais t'es différent ». Ça, je l'ai vu dans le sport. Moi, j'ai été chanceux à Drummondville. J'ai participé, la famille qui nous a accueillis, le monsieur s'occupait du hockey mineur à Drummondville. Donc, à 6 ans, je patinais. Là. Puis là, aujourd'hui, les gens me disent, comment ça, tu joues bien comme ça au hockey? C'est parce que je patine depuis que j'ai 6 ans. Ben oui. Mais ça m'a aidé à intégrer. Sauf que moi, je me voyais pas comme un migrant. Moi, je me voyais comme un Québécois, tout simplement. Et quand je suis allé tourner en Chine sur la Mamie 3, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai eu la réaction de dire... De passer inaperçu dans la rue? Je passais inaperçu, puis à un moment donné, je me suis perdu dans Beijing. Je me disais, c'est pas grave, à un moment donné, je vais sortir du Chinatown. Mais je me suis dit, je ne peux pas sortir du Chinatown, je suis en Chine. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais québécois et je n'étais pas chinois. Mais là, toute ma vie, je cherche. Ouais. Alors, la culture, c'est l'identité. Mais quelle est notre identité? Ouais. Donc,
Avoir accès On n'a à pas la une- culture. de toute façon, est-ce oui. qu'on a une seule identité? Ben, c'est ça. Qu'on soit né ici ou ailleurs, on a des Mais allégeances ou des c'est identités ça, mais avoir peut-être accès, mythiques, c'est important parce que c'est un repère qu'on Ouais, a. ouais. En tant qu'individu, on veut grandir, mais on veut grandir avec ce qui nous entoure. Mais si on n'y a pas accès ou s'il y a des freins, on est confiné. Ce matin, monsieur parlait, il ne voulait pas avoir de ghetto, mais si il n'y a pas d'opportunité de sortir de ces ghettos-là, C'est ça. ça se ghettoise. Oui, parce que le ghetto n'est pas le fait des immigrants, c'est le fait aussi de la société qui rejette, hein, qui met dans un enclos. Valérie, ben, vous l'avez vécu aussi comme immigrante, vous avez fait allusion ce matin un petit peu, là? Oui, ben, c'est sûr qu'en tant qu'immigrante, ça a été, malheureusement entre guillemets, moi ça a été assez facile mon immigration parce que la décision de partir, j'étais jamais venue au Québec de ma vie, j'étais venue aux États-Unis, pas au Canada. Je me suis dit ok, je change de job, j'en ai marre de ce que je fais, c'est pas possible. Donc je me suis dit ok. Bon, tu parles anglais comme une vache espagnole, comme on dit chez nous. Donc, je me suis dit, bon, l'anglais va pas en Angleterre ni aux États-Unis. Après, ils recrutaient pour le Québec. Je me suis dit, ben, ils parlent français, je vais appliquer. Donc, j'ai fait mon dossier. Bon, entre le moment où j'ai commencé mon visa et ma demande de visa et tout ça, et je suis arrivée au Québec, moi, ça a mis 7 mois. Et mon Dieu, c'est rapide. C'était rapide. Ben, c'était il y a 15 ans. Alors, peut-être, bon, ou alors peut-être qu'ils m'ont vu, ils se sont dit, on la veut. On ne peut pas se priver d'elle. Ça se peut aussi. Mais en tout cas, moi, ça a été extrêmement difficile, facile, même si il y a toute une lourdeur administrative qui est très pesante, mais ça a été facile. Donc moi, quand je suis arrivée ici avec mon petit bagage dans la côte d'Abraham, et je me disais, il fait nuit, on est en avril, mais il est 3 heures il était encore assez tôt. Je me disais, ah oui, il fait déjà nuit, bon, ok. Puis après, ça s'est enchaîné très rapidement. Faut dire que j'ai été très actif, comme j'imagine l'ensemble des immigrants. J'ai trouvé un stage de 3 mois à la ville comme immigrante rémunérée pendant 3 mois à Limoilou dans le service culture, loisirs, vie communautaire. Et mon expertise en médiation culturelle a fait que le service de la culture Vous aviez déjà cette expertise-là. J'avais cette expertise-là. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire de la médiation culturelle? Est-ce que ça a une signification particulière pour quelqu'un qui a un trajet migratoire comme vous? Ben, oui, parce que ça a toujours la question de la rencontre. La médiation culturelle, c'est ça. C'est qu'on va rencontrer un artiste, on va rencontrer une œuvre, on va rencontrer d'autres participants qui ont des vécus complètement différents. Et tout d'un coup, on va, le terme de ce matin, on va co-créer ensemble. Donc, on va vivre quelque chose, on va tisser des liens, on va se connaître l'autre, aller des fois sur des terrains qui sont plus sensibles. On se dit, ah là là, ça me fait... être plus triste, plus joyeuse, etc. Donc, c'est quand même assez sensible, tout ça. Mais au bout du compte, il y a cette fierté aussi de tout d'un coup d'avoir participé à ce projet-là avec un artiste du coin, donc de Québec. Tout d'un coup, on a cette reconnaissance aussi de l'autre qui, lui, est québécois avec un parcours, etc., reconnu par la société. Et là, il vient se ressourcer auprès de nous pour créer quelque chose. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fort, la médiation culturelle, je pense, pour un immigrant. Et si on prend des exemples, par exemple, de projets à la ville... Donc, en fait, quand je suis arrivée en 2007 à la ville, c'était « Valérie, tu as cette expertise, peux-tu développer ?» Donc, mais développer, entre autres, pour rejoindre un public plus éloigné de la culture. Tout à fait. Je pense à des gens qui arrivent, pour lesquels il y a peut-être le problème de langue, le problème d'argent, le problème de culture ou d'habitude culturelle dans la famille. Tout complètement. Ça, et on a d'ailleurs, Monsieur Vallée, ce matin, disait à la définition de la médiation culturelle. Alors, non, effectivement, il n'y a pas de définition de la médiation culturelle, mais on a décidé de travailler là-dessus en se disant, bon, quels sont les besoins qu'on a à la ville et comment on peut nous définir notre médiation culturelle pour que les artistes, les organismes culturels, les organismes communautaires, les partenaires qui veulent déposer des demandes de budget ou nous-mêmes développer des projets, on puisse répondre à le linguistique, le géographique, etc. Donc, c'est ce que M. Vallée disait ce matin pour Vaudreuil-Dorion. Il faut partir, ça aide en tout cas de partir d'une consultation des besoins
des groupes qu'on veut rejoindre et de la population générale. C'est ce que vous avez fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, est sortie notre vision du développement culturel 2025. D'ailleurs, vous aviez collaboré à cet événement-là. Cette première grande messe de consultation. Oui. Donc, on a été consulter les organismes. On a fait aussi une grande messe où on a pu discuter de priorités, de projets à développer, d'actions plus importantes que d'autres, les besoins, etc. Et on a essayé, à travers tout ça, que la Ville de Québec puisse répondre, en fait, par différents moyens à ces problématiques-là. Et on ne l'a pas évoqué ce matin, mais la première entrée pour les immigrants, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, il y a 26 bibliothèques à la Ville de Québec, sur tout le territoire. Donc là, on parle vraiment, on a parlé de proximité aussi ce matin, on parle de proximité. Et c'est une véritable mine, en fait, la bibliothèque pour les immigrants. D'ailleurs, il y a un programme qui s'appelle Terre d'accueil. Donc, je suis immigrante, j'arrive à la bibliothèque, on va me prendre en charge, on va me faire visiter la bibliothèque, on va me dire, voici l'ensemble des outils qui peuvent être disponibles pour vous. C'est gratuit, vous êtes citoyen de la ville, vous avez accès par exemple à de l'informatique. Si vous ne savez pas vous en servir, il y a des gens qui vont vous apprendre à vous en servir. Vous avez accès naturellement à des livres audio, à plein de choses, et aussi à des programmes d'ateliers et d'activités, et entre autres par exemple à des moments de contes bilingues, donc français-anglais, français-espagnol, français-arabe. Donc ça fait aussi des moments avec les parents, le petit, on vient faire un conte. Si le parent, lui, n'est peut-être pas encore très à l'aise en français, il va quand même comprendre la langue arabe. Le petit, lui, qui est peut-être plus intégré, qui possède plus le français. Donc, de créer des moments comme ça forts avec les familles. Puis d'autres programmes. Il y a plein d'autres restons programmes. sur cet exemple-là, on pourra revenir. Il y a certainement d'autres modèles, d'autres initiatives que la Ville a prises qui vont dans le même sens. Mais on a parlé ce matin beaucoup de la reconnaissance des artistes, mais aussi de la représentativité à la fois des artistes sur les organismes qui peuvent soutenir financièrement les artistes migrants. Mais il y a un autre aspect, et je pense à la télévision. Vous jouez à la télé, vous jouez sur les écrans. À quel point c'est important pour les gens qui migrent ici de se reconnaître à l'écran, à la télévision québécoise, par exemple? Bien, moi, je crois que c'est très, très important. Prenons juste l'exemple de la francisation. Quand on parle beaucoup d'immigration économique, mais on parle de proximité. Oui. On a aussi dit ce matin que la langue était souvent un obstacle. Donc, la francisation, c'est important. C'est important. Pour la société générale, mais pour les immigrants, pour tout le monde, oui. Et si on accepte une famille d'immigrants sous la base économique, on travaille, mais qu'est-ce qu'on fait le soir? On allume la télé. Si on ne se voit pas, on va chercher des canaux où on va se voir. Et malheureusement, heureusement, ça change, mais malheureusement, encore trop souvent, les gens vont se reconnaître sur les postes anglophones. Moi, je me souviens avoir grandi à Drummondville et je me suis mis à apprendre l'anglais parce que j'écoutais Sesame Street. Parce que Sesame Street, c'était la diversité, mais at large. Donc, si on allumait la télé et qu'on se voyait dans nos émissions de télé, je pose la question, est-ce que les gens ne s'assoiraient pas, ne resteraient pas scotchés et regarder cette émission-là et par la bande voudraient apprendre le français parce que l'émission se passe en français? Puis là, je vous sors des statistiques ça a été colligé par Radio-Canada et publié dans un article sur le site Internet. À l'UDA, on a 3 types de rôles. On a les 3e rôles, les 2e rôles, les premiers rôles. Les 3e rôles, c'est une réplique. Et 26% du membrariat de l'Union, c'est des gens qui se disent d'une communauté culturelle. Dans les 3e rôles, dans les 10 émissions les plus populaires en 2018, je pense qu'ils ont analysé au-dessus de 900 rôles, il n'y avait que 8% des rôles qui étaient attribués... Non, excusez-moi, 16% des 3e rôles étaient attribués à des gens de minorités visibles. 2e rôle, on était rendu à 12%. Oui, et premier rôle? rôle? Les premiers rôles n'étaient que de 8%.
Et attention, les premiers rôles, c'est 10 lignes, 10 répliques et plus, mais ça ne veut pas dire que c'est... Que vous êtes le héros de la série. Qu'on est le héros de la série. Dans leur analyse, ils en ont identifié 2. Il y avait Cynthia Wumae et Yenko Ndua, qui jouaient dans le jeu et dans District 31 pour Cynthia Wumae. Mais même eux se disent, on n'est pas les têtes d'affiche. On n'est même pas sur quand ils font la promotion, on n'est même pas là. Et ça, c'est l'exemple de la fiction à la télévision publique francophone. C'est ça. C'est ça. Mais il y a aussi les nouvelles. En général, est-ce que vous trouvez que ça a quand même évolué dans le cinéma québécois, la télévision, si on parle tout réseau confondu, chaînes spécialisées, tout ça? Ça change. Mais au-delà de la représentativité, et de la quantité, on parle aussi de qualité. De qualité, oui. Si on est toujours relégué à des rôles d'arrière-scène, ben est-ce que inconsciemment, on se dit pas, OK, ben je pourrais jamais être PDG d'une compagnie ici parce que je vais toujours travailler dans l'ombre de quelqu'un? Mon Dieu, c'est fou, ça me fait penser au débat des féministes d'il y a 30 ans. Je pense qu'on est rendu là. Oui, d'accord. Parfait. Parlons de droit. La représentation, le fait, la possibilité d'être bien représenté, est-ce que ça fait partie dans le domaine large des droits humains de quelque chose qu'on peut invoquer? Monsieur Lampron, je ne sais pas si la question est claire, mais les chartes des droits canadiennes et québécoises protègent les droits égalité. Est-ce qu'elles offrent des leviers pour que des minorités, par exemple, visibles ou culturelles, aient davantage accès? Très peu dans l'état actuel des choses, en fait. C'est ça aussi paradoxal. C'est-à-dire qu'à l'inverse, c'est vraiment dans la sphère politique davantage que dans la sphère juridique dans l'état actuel des choses. Donc, il y a possibilité de modifier les lois pour forcer les gouvernements peut-être à se lier les mains davantage puis amener une plus grande représentativité. Mais même paradoxalement, je reviens à l'article 43, moi, de la Charte québécoise qui, je vais le lire en détail parce qu'en vous entendant, ça m'a frappé. La différence entre vivre ensemble de manière mélangée et vivre côte à côte. En fait, il me semble que l'article 43, dans son libellé, vient faire atterrir concrètement dans la Charte québécoise un vivre côte à côte, en sens où on reconnaît le droit aux personnes qui appartiennent à des minorités ethniques, ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. Alors, c'est assez fascinant comme quand on réfléchit à l'idée d'avoir une plus grande représentativité, donc dans les produits culturels qui sont offerts à tout le monde, bien, cet article-là nous donne assez peu de prise, en fait, au sens où on reconnaît le droit, mais de faire progresser leur identité culturelle. De travailler en parallèle, ensemble. de vivre en parallèle. Exactement. Les membres L'autre disposition, évidemment, dont il faut parler, c'est la question du droit à l'égalité, la question de la discrimination. Donc, et c'est toujours ça, il y a toujours une lumière rouge qui s'allume à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une sous-représentation marquée. Est-ce que c'est forcément une discrimination systémique? Bien voilà, c'est-à-dire que dès qu'on parle de discrimination systémique en droit, le problème, c'est souvent le lien de causalité. C'est-à-dire que oui, c'est un indice qu'il y a quelque chose qui se passe, mais maintenant, est-ce que c'est le système qui est responsable ou est-ce que ce ne sont pas d'autres facteurs? Juridiquement, c'est souvent là où ça va bloquer. Entre la possibilité qu'il y ait une discrimination systémique et la capacité réelle de la faire reconnaître, souvent, c'est le seuil qu'on n'est pas capable de franchir et ça explique pourquoi, dès qu'on parle de profilage, par exemple, profilage racial, profilage social, souvent, juridiquement, on voit très, très peu de décisions, on est capable de se rendre là parce que le fardeau de preuve est très, très élevé. Maintenant, à l'inverse, ça, c'est dans la posture où moi, je voudrais me servir des chartes pour forcer le gouvernement à mettre en place des mesures qui forceraient les producteurs à avoir davantage de représentativité des membres des minorités culturelles. À l'inverse, si j'ai peu d'outils pour me permettre de contraindre les gouvernements, si les gouvernements décident de se saisir du problème et mettre par eux-mêmes en place ces mesures-là, bien là, il n'y a pas d'obstacle. Les chartes. L'idée de la discrimination à rebours, là, en disant, parce qu'on avantage, on met en place des systèmes de quotas, on peut être très imaginatif là-dessus. Là. On va parler des mises en place de programmes d'accès à l'égalité. Bien là, c'est le politique qui peut se saisir de cette problématique-là, et les membres de la majorité ne pourraient pas s'opposer à ça en disant, bien là, ici, on me discrimine parce que je ne suis pas d'une minorité. Exactement. Alors ça, cette idée-là de la discrimination à rebours a été évacuée rapidement là, du discours
juridique, à tout le moins, en lien avec le programme d'accès à l'égalité. Alors, il y a les deux volets, mais paradoxalement, pour la mise en place du programme d'accès à l'égalité, rapidement, là, quand on a interprété la portée du droit à l'égalité, on a limité sa portée à un volet défensif. C'est-à-dire qu'on interdit au gouvernement de poser des actes qui discriminent, des actes qui désavantagent, mais à l'inverse, on ne peut pas se servir du droit à l'égalité pour forcer la mise en place de mesures qui visent une meilleure représentativité. Par exemple, des quotas, hein? C'est le mot. Exactement. Là, on tombe dans ce qu'on appelle accès à l'égalité ou discrimination dite positive. Exactement. Mais en même temps, est-ce que ce serait la solution? Hein? Mais Est-ce que l'idée de quotas... C'est une très, très belle question et pointue. C'est une grande question, là. Notre présidente, Sophie Préjean, a fait beaucoup de représentations aux instances politiques et en tout cas aux bailleurs de fonds, ceux qui donnent l'argent. Parce que la façon que ça fonctionne, c'est que le producteur a un produit, a une série télé ou un film, et l'UDA dans la convention collective, l'UDA, juridiquement, a droit seulement de négocier avec le producteur. Mais le producteur, lui, a un film, il doit produire, il décide, bon, moi, j'aimerais ça avoir cette distribution-là dans mon film, et je suis ouvert à la diversité. Or, le producteur, lui, va chercher son argent au diffuseur. Le diffuseur lui donne une licence. Va donner une licence pour produire. Mais l'UDA n'a pas même... juridiquement, on ne peut pas négocier avec le diffuseur. Et alors ça se fait entre le producteur et le diffuseur. Et souvent, le diffuseur, lui, pour rentabiliser l'argent qu'il va investir, va demander à ce que des vedettes remplissent les rôles, etc. Et de plus en plus, on voit ça, s'ingère dans la distribution. Alors là, notre présidente, elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'en faisant ses représentations, elle s'est rendue compte qu'il faudrait que ça vienne d'en haut des diffuseurs, donc les bailleurs de fonds, qui donnent l'argent aux diffuseurs et leur disent, si vous voulez votre argent, ou si vous vous devez peut-être avoir des quotas, et là, ça viendrait d'en haut et ça descendrait d'en bas. Est-ce que c'est la façon de faire? On ne sait pas. Mais jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on préconise le plus parce que, à la base, les créateurs, les réalisateurs et les producteurs qui menaient un projet n'ont même plus, ou très peu maintenant, le dernier mot sur... Le dernier mot sur la distribution qu'ils veulent. Ah oui. Oui. Donc, c'est un peu pour ça que les rôles donnés à des gens des communautés ethniques, culturelles, c'est ce qui reste. Oui. Oui, je comprends. Madame Lamoureux, oui. Parce qu'on parlait de discrimination systémique, un autre volet qu'on a un peu abordé, on est quand même là-dedans, les jurys de pairs, la façon dont les fonds sont accordés aux artistes, aux producteurs, aux diffuseurs. Est-ce que là, il y a des éléments de discrimination systémique où on a déjà commencé à modifier sérieusement les choses pour tenir compte de la diversité, d'après ce que vous en étudiez? Je pense que la plupart des études montrent qu'il y a de la discrimination systémique. Encore maintenant. Il y a des questions de fond, hein, puis là, on parle de rôle actuel, mais l'art, la culture, la représentation, c'est le aujourd'hui, mais c'est le passé aussi. Oui. Et donc, il y a toute un temps historique, en fait, passé, mais qui est actuel. Et là, je suis pas très claire, je m'excuse, mais par exemple, la question, la contemporanéité. Un des enjeux sur les jurys de pairs, peu importe les bonnes intentions, je vais parler surtout d'art visuel parce que je suis en histoire de l'art, c'est ce que je connais le mieux, mais un des biais systémiques, et ça a été posé sur la question du folklore, les arts visuels se sont construits avec une autonomie qui leur serait propre, et qui était une façon de marquer justement une distinction par rapport au métier d'art, par rapport à ce qui serait quelque chose de l'ordre plus folklorisant. Donc, on a inventé des critères d'excellence pour juger les œuvres. On a inventé des temps historiques, hein? La modernité, la contemporanéité, la postmodernité, et ça sont inscrits dans les critères d'excellence. C'est-à-dire que pour faire partie de concours, particulièrement dans les conseils des arts, il faut être non seulement artiste de son temps, c'est-à-dire artiste qui crée aujourd'hui, mais artiste qui est à l'avant-plan de la conception esthétique actuelle.
Or, cette histoire de l'art-là, cette conception esthétique-là, est une conception qui est occidentale, européocentrée, qui est aussi construite selon des modèles de représentation des pays dominants. Et donc, qui crée aujourd'hui et comment il le crée? C'est tout ça qu'il faut déconstruire. Et moi, je suis plutôt pour les quotas. Hein. Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais il y a tout un travail dont on a peu parlé, qui est un travail de révision des conceptions esthétiques, de l'histoire de l'art de chacune des disciplines, qui n'est pas juste il faut revenir sur le passé parce qu'on se sent coupable pour ou parce qu'on a... nos notions d'excellence. Il faut les décoloniser, je suis assez d'accord, mais c'est quelque chose qui a un impact encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne revoit pas nos conceptions esthétiques, notre histoire de l'esthétique, notre façon de l'enseigner, on a très peu parlé d'enseignement, mais je veux dire, les artistes, ils sont formés dans des écoles, ils sont formés. La reconnaissance de d'autres écoles, c'est tout un champ de savoir à développer. Et donc, je pense que ça bouge, mais que ça bouge lentement parce que c'est complexe. Et c'est vrai, ce qui est vrai en art visuel est vrai pour toutes les pratiques artistiques. C'est vrai pour toutes les pratiques artistiques. Cela dit, ça ne se passe pas exactement de la même façon partout. On a parlé du cirque qui était plus international par sa structuration même. N'empêche qu'il y a des enjeux dans ces disciplines-là. Et je reviendrai peut-être à quelque chose qui n'a pas été nommé depuis le début, mais qui est peut-être une façon différente de répondre à votre première question qui a été posée. C'est toute la question du privilège. Hein? Si on revoit cette histoire-là, si on pense à un nous qui est collectif, bien ce nous, il faut qu'il y ait des gens qui se tassent, qui se décentrent, qui cèdent leur place ou du moins qui cèdent une partie de leur pouvoir. Il y a forcément un pouvoir à redessiner. Voilà. Donc, il faut redessiner le pouvoir. Et là, je reviens au quota. Les classes dominantes, et j'en fais partie, là, je suis blanche, prof d'université, j'ai une quantité phénoménale de privilèges, dont celui d'être assis puis de vous parler, ce qui n'est pas le cas de bien des gens. Il faut... On ne se tassera pas de nous-mêmes, je ne sais pas comment le dire autrement que ça. Et donc, s'il n'y a pas une représentation à la télévision, au théâtre, dans les arts, mais s'il n'y a pas des gens issus des communautés migrantes qui sont de plus en plus présents au sein de chacune, en éducation, en art de la scène, à la télé, sur les jurys, au gouvernement, partout, mais on ne remettra pas nous-mêmes en question nos privilèges, c'est pas vrai. Et donc, je pense que, voilà, pour redéfinir un nous, c'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce que le fait d'introduire, par exemple, sur les jurys de pairs ou dans les institutions, plus généralement, des gens provenant des communautés, ça va forcément nous amener à des définitions plus inclusives de ce qu'est l'art et de ce qu'est la beauté, de ce qu'est l'excellence dans les différentes disciplines? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que la représentativité amène un esprit nouveau? Bien, du moins, ou est-ce qu'il ne faut pas plus de conditions que ça? Mais du moins, on va avoir un autre point de vue. Un autre point de vue qui n'est pas celle de la majorité, nécessairement. Et là, je mets des gants blancs jusque-là, là. Ouais. Et je dénigre pas l'organisation de la journée, mais faites juste regarder qui est venu s'asseoir. Il va venir s'asseoir devant pour en parler de ça. C'est représentatif de ce qu'on de ce qu'on parle maintenant, tu sais, de la sous-représentation. Et un jour, moi, j'aimerais ça que... Et c'est pour ça que je me suis engagé aussi, c'est que je veux que mes enfants n'aient pas à se battre comme nous, on se bat présentement, pour avoir accès. Et ne serait-ce que juste de dire « Ah, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire et que je ne serai pas discriminé et que mon art sera aussi partagé et aussi apprécié que n'importe lequel. » Mais ça, il faut avoir des modèles devant nous. Et quand on regarde ceux et celles qui prennent les décisions, j'allais dire quelque chose, je vais me retenir. Mais non, il ne faut pas se retenir, on est entre nous, là. Oui, mais il y a une caméra. Elle est là. C'est pour les archives. Mais... C'est pas pour une diffusion par Facebook Live, hein, c'est ça. Quand Alors, je plonge. Et c'est à titre de personnel. Ce n'est pas l'Union des artistes qui parle ici, c'est Albert Coine. Mais quand on a un ministre
de l'immigration qui est blanc et qui dit que c'est ça qui est le mieux pour la société, en parlant des immigrants, j'aimerais au moins qu'il y ait un conseiller ou une conseillère à côté de lui auquel moi je peux m'identifier et auquel je pourrais dire OK, il y a peut-être quelqu'un qui fait comme on n'ira pas là. Ou modérons ce qu'on va dire ici, etc. Donc, je pense que la présence des gens des communautés ethniques sur les jurys de pair, dans les CA, ça fait juste amener une autre vision, ça fait juste faire comme « Wow! » Vous vous souvenez de la parade de la Saint-Jean-Baptiste, il y a 2 ans à Montréal? Quand c'est l'équipe de football, mais ça donne que c'est des jeunes noirs qui poussent. S'il y avait eu quelqu'un d'une communauté ethnoculturelle quelconque qui était dans la salle quand ils ont décidé ça, il aurait fait comme... mais attention, l'image que ça donne. L'image que ça donne, la etc. perception, c'est ça. Important. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être juste les mêler avec d'autres? Ou il y aurait peut-être eu cette réflexion. Puis cela dit, je veux dire, c'est pas l'organisation n'a pas voulu mal faire. C'était des bénévoles. Ils disaient, OK, on va leur donner, ça va être bon pour eux, non, etc. Mais tu sais, c'est l'image après, mais... De voir des jeunes noirs tirer un char allégorique, c'était ça. Mais est-ce qu'avoir eu quelqu'un... Oui, peut-être que ça aurait évité on aurait peut-être évité ça. Oui. Alors, mais la question est plus large, au fond, c'est comment les accueillir, les gens des minorités, dans les institutions, ou comment pour arriver à une meilleure représentation et représentativité. Alors, par où on commence? C'est quand même un défi, là. Est-ce que là-dessus... Oui? Je pense qu'on a déjà commencé, Dieu merci, mais c'est assez récent. Mais voilà, c'est à la fois de faire des programmes, à la fois de revoir l'éducation. Puis quand je parlais de privilèges, je vous donne un exemple. Nous, on vient de faire une journée à l'UQAM, au département d'histoire de l'art, qui était... comment pluraliser l'histoire de l'art. Hein? C'est pas comment annihiler les canons, c'est juste comment élargir le regard, l'horizon, comment remettre en question idéalement les centres ou ce qui est l'absolu. Mais c'est venu des étudiants. Oui. Il y a des professeurs et professeurs qui travaillent sur ces questions-là depuis des années. Mais ce besoin d'en faire une espèce d'état général en histoire de l'art, c'est venu de la pression des étudiants et étudiantes. Et voilà, donc le milieu... Et comme à l'avant-plan, on a beaucoup parlé de diversité artistique Montréal, c'est pas le seul groupe, mais quand même, voilà. Donc, il y a tout un travail qui commence à se faire et qui doit se continuer et qui doit être, je dirais, de façon simultanée partout. Société civile, créateurs, individus, institutions, tout ça. Et le jour où les musées vont avoir des collections plus plurielles, le jour où les expositions vont être, et pas une rétrospective aux 4 ans, mais de façon assez... systématique, vivante, diversifiée, bien, les gens ne se demanderont pas, est-ce que je parle du musée, là, il y a d'autres enjeux d'accessibilité du musée, mais ça ne sera pas, faut que je m'intéresse à une autre culture. Il va y avoir une identification qui est beaucoup plus facile. Oui. Et donc, ce n'est pas juste aux personnes migrants, qui ont plein de choses à régler, au moment où ils arrivent, du moins, de se demander qu'est-ce que je devrais faire pour y aller, mais c'est aux institutions de se dire, bien, et au-delà des programmes spécifiques, comment je peux représenter cette culture qui est maintenant une culture plurielle. Oui. Et cela dit, on dit maintenant, mais avec les communautés, avec les peuples autochtones et avec l'historique des communautés culturelles au Québec, c'est pas récent. Oui. Mais on en prend conscience maintenant. C'est ça. Comment, justement, des notions juridiques, au fond, là, qui viennent de ce monde-là, discrimination positive, programme d'accès à l'égalité, en quoi ça peut nous aider à réfléchir à des solutions plus systémiques aussi? Bien, c'est que plus on avance et plus au-delà de la bonne foi frontières... des individus. Tout à fait. Mais plus... Moi, une chose qui est importante, surtout en droit, puis même sur la question de la diversité, puis le plus de diversité, etc., puis en tout cas, moi, j'en suis, je pense qu'on en est tous ici, là, dans la salle. Il y a un problème de définition qui finit par se poser, en fait. À un certain moment, c'est qui sont ces groupes minoritaires? Parce que, on en parlait au début, là, on a de multiples identités, on appartient à différentes catégories visées par le droit à l'égalité. Donc, à un certain moment, quand on parle de discrimination et de droit à l'égalité, on ne peut pas faire abstraction d'une catégorie de base et il faut, notamment la question des privilèges, en fait, là, qui est de plus en plus forte là, dans le discours. Le problème, souvent, c'est qui
composent... Il y a différentes minorités, il y a différentes majorités aussi. Il y a on des parle minorités de deux qui se minorités à la croisent. fois, on peut... Souvent, Oui. et même toute la question des quotas, le problème, c'est que, très bien, là, on parle des quotas pour les minorités culturelles, donc les minorités visibles, mais je veux dire, quand on regarde la liste des caractéristiques protégées par le droit à l'égalité, c'est autant de groupes minoritaires qui font face à des obstacles en raison d'une caractéristique personnelle. Et donc, dans le débat public, souvent, ce qui se trouve à se brouiller, rendre l'objectif plus difficile à atteindre, c'est que souvent on finit par même le perdre de vue, l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, en fait, comme tel? Oui, baisser les privilèges, mais dépendamment de plus en plus, moi j'entends, et je vous avoue que ça me fascine un petit peu, moi j'ai des amis à moi qui sont donc membres de la communauté LGBTQ2, j'ai pas le... Plus 2. Il manque le plus. Plus 2, voilà, il m'en manque un. Et donc, il y a une lutte maintenant à l'intérieur du mouvement fondée sur l'idée de privilège, notamment sur l'identité de genre. Alors moi, j'ai donc des amis qui se font dire qu'ils font partie des groupes privilégiés parce qu'ils sont cisgenrés. Alors, on finit par si on n'est plus capable de s'entendre même sur l'identité du groupe vulnérable, du groupe, et qu'on entre dans une compétition de qui est le groupe le plus vulnérable, ça devient extrêmement difficile d'un point de vue d'atteinte d'un objectif. C'est quoi l'atteinte? C'est quoi l'objectif qu'on est en train de... Comment on peut mobiliser, au fond, des gens divisés, là, ou enfin... Et moi, c'est ce qui m'intéresse, comment on le fait pour le faire atterrir concrètement, parce que c'est ça la grande question. Parce que moi, l'idée de décoloniser l'éducation, de décoloniser les programmes, j'en suis complètement, dans le sens qu'il y en a un problème majeur. Les statistiques que vous nous donniez tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe. Je veux dire, ça n'a pas de sens que, effectivement, les acteurs, membres de minorités culturelles, il y a une statistique sur le salaire que gagnent les femmes qui vient d'être sortie par la Fédération des femmes aujourd'hui. Finalement, c'est pas 85% du salaire, c'est 67% du salaire des hommes qui seraient gagnés par les femmes en moyenne. Il y a des choses on ne peut pas se cacher la tête dans le sable. Il y a un problème en lien avec l'appartenance d'individus à des groupes protégés par le droit à l'égalité. Maintenant, pour être capable de le faire atterrir concrètement, bien, si on veut être capable de faire avancer les choses, il me semble important qu'on soit capable de s'entendre sur des définitions de base. Puis là, le problème, c'est qu'on parle beaucoup de diversité, mais à un certain moment, on ne sait plus à quoi on réfère et à quel groupe on réfère. Alors, moi, je trouve que l'avantage et la faiblesse du droit à l'égalité, c'est qu'on est capable de nommer des groupes de personnes. Le problème de ça, c'est qu'on se trouve à catégoriser ces groupes-là et donc à presque créer une compétition entre les groupes et donc on s'éloigne de l'objectif. Alors, vraiment, d'un point de vue pragmatique, là, c'est très, très, très complexe, en fait, d'en arriver à une solution qui va satisfaire tout le monde et qui, à terme, parce que là, sinon, c'est carrément un régime politique dont il est question. Une vision cosmopolite du monde qu'on souhaiterait atteindre et incarner dans des sociétés nationales. Mais là, on va très, très loin, en fait. Donc, on n'est plus... en tout cas, l'incarnation juridique du projet devient très complexe. Alors, c'est pour ça que... Juste le terme diversité est galvaudé. On sait plus à quoi ça réfère. C'est ça. Puis on mélange à ça des choses qui sont... On est tous de bonne foi. Quand on mélange diversité, le débat d'aujourd'hui avec la décolonisation, c'est fondamental, il faut qu'on en parle. Mais là, si tout est en même temps puis que tout est mélangé ensemble, bien, on n'a plus de prise, en fait. Parce que là, c'est comme une espèce de concept flou. Puis peut-être c'est ma faiblesse en droit, on revient toujours à la définition. On est un peu tannant. Mais je veux dire, de quoi est-ce qu'on est en train de parler, en fait, ici? Puis c'est quoi qu'on veut faire avancer? Puis comment est-ce qu'on est capable de faire la preuve qu'ici, il y a une violation, un droit qui est protégé? Je veux dire, ce n'est pas la seule approche qui est défendable, mais il ne faut pas l'oublier, en fait. Surtout quand on essaie de s'élever un petit peu plus haut. Puis, tu sais, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Parce que le problème, sinon, c'est qu'on va tous s'insurger, mais il n'y a rien qui va avancer à terme si on n'est pas capable de voir le progrès comme tel. Et considérant, même à l'intérieur des groupes vulnérables, cette compétition-là, notamment fondée beaucoup plus sur la question des privilèges qui émerge beaucoup, qui fait éclater les groupes entre eux, en fait. Même les femmes, en fait, sont en train de... Tout à fait. Je suis assez d'accord. Je l'amenais plus dans la position de... Quand tu es... En fait, je parlais plus surtout de moi, en fait. C'était une façon de me positionner comme personne qui... Et donc, effectivement, je suis assez d'accord. Cela dit, puis on le voit depuis ce matin, l'intervention par rapport à cette question-là, elle n'est pas que juridique. C'est sûr ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Juridiquement, on a des principes, on a des appels aussi, bon, tu sais, à la reconnaissance, donc, c'est pas le seul outil. Elle doit être politique, je vous suis entièrement. Elle est souvent très politique aussi, puis elle est souvent liée à des rapports de force, rapports de pouvoir, et c'est là aussi que le combat social lui-même se fragmente. Oui. Oui, mais il y a aussi la volonté des individus, des citoyens. Kevin McCoy le disait, au fond, c'est l'ouverture des individus eux-mêmes qui peut, à la limite, faire la différence. Il ne faut pas compter uniquement sur les institutions, que ce soit la loi, le droit. Qui est très imparfait, là, sur ce enjeu-là, on est bien d'accord. Mais l'avantage que le droit présente, c'est de nous permettre à nous ramener à la définition, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Oui.
C'est le principal avantage, en fait. Mais sinon, effectivement, surtout que le droit nous outille assez mal pour les enjeux dont on discute oui, là, tout à fait. à cause de la conception très défensive du droit à l'égalité, de repartir de cette catégorie-là pour ensuite faire valoir des revendications politiques concrètes. Là, ça nous permet au moins de mesurer les avancées ou les reculs, en fait. Est-ce que, comment vous le voyez pour la ville? Vous êtes là, agente de la ville, vous avez un rôle à jouer, vous avez des outils. Alors, comment on se positionne dans ce cas-là? Quand on voit qu'il y a des limites un peu là, partout, puis il y a des problèmes de confusion aussi. Alors, ce qui est intéressant pour la ville, c'est que nous, on a cette... Alors, je reparle de ce terme, la proximité. Tout à l'heure, Kevin McCoy, sur le temps du dîner, me dit « Ah, mais je connais bien Alexis, mon collègue qui gère le théâtre. » Puis, on a discuté justement de cette proximité qui existe entre la ville, donc une municipalité, et le milieu culturel. Donc, on est en lien tout le temps, on a des programmes qu'on adapte au fur et à mesure, on va régulièrement sonder les gens pour voir est-ce que ça répond bien à vos besoins, si oui, bon, parfait, sinon, qu'est-ce qu'on peut modifier? Donc, on est sans cesse en train d'adapter les choses. Et pareil pour Première Ovation aussi, où Première Ovation, c'est donc un programme qui... on a 13 disciplines, ça va du théâtre au cinéma, en passant par la danse, les arts littéraires et compagnie. Donc, pour les 18-35 ans, pour les jeunes artistes. Donc là, on va accueillir des jeunes artistes, des fois des migrants, qui ont la possibilité, naturellement, de déposer un projet. Et là, il va avoir cet accompagnement, justement, parce qu'on s'est aperçu que c'était un besoin. Donc là, les organismes qui vont gérer chaque discipline de Première Ovation vont prendre du temps avec le jeune artiste pour lui dire, voilà, il va falloir faire un dossier parce que, oui, il faut qu'on analyse les choses. Donc, on peut t'accompagner dedans. Tout à l'heure, ce matin, le Calque disait, nous, maintenant, on a laissé la possibilité de faire des choses en vidéo. On s'est dit, ça, c'était une bonne idée, on va leur demander l'autorisation de pouvoir, nous aussi, avec Première Ovation, donner cette possibilité-là. Donc, c'est d'être toujours en mouvance, je dirais. Puis, on a cette facilité-là parce qu'on est une petite ville, je veux dire 800 000 habitants, c'est pas Mexico notre affaire. Donc on a cette possibilité-là de s'adapter et on a aussi cette ouverture-là en tant que fonctionnaire de parler aux politiques rapidement en disant ok, là il faut qu'on modifie parce que ça marche pas, ça n'a pas de sens, on va plutôt proposer ça, on est allé consulter, ça va être ça qui répond. Donc cette mouvance perpétuelle, je crois, permet cette adaptabilité qu'on n'a peut-être pas forcément s'il faut changer une loi ou ce genre de choses. Ouais. Alors, ça va... Est-ce qu'on est entre nous, Valérie? Est-ce que vous avez le sentiment qu'à la Ville de Québec, vous avez complètement l'appui vraiment réfléchi, constant de la direction de la Ville? De l'exécutif de la Ville, du maire de la Ville, est-ce que... Alors, ça, c'est deux choses. Le maire de la Ville et l'exécutif de la Ville. Avez-vous tous les moyens dont vous avez besoin, au fond? Alors, en fait, on a une chance extraordinaire, et j'en parlais à ma directrice hier, c'est qu'on a l'entente de développement culturel, qui est donc l'entente de développement culturel... Entre la Ville et le ministère. Entre la Ville et le ministère de la Culture. La Ville va mettre $1, le ministère en met un aussi. Et on a plein de possibilités de projets, que ça soit en patrimoine, en art vivant, en numérique. Moi, je travaille beaucoup en médiation culturelle. Depuis 3 ans maintenant, je développe beaucoup de projets avec les écoles, parce que je me suis aperçue que les écoles, c'était le lieu pour happer nos jeunes citoyens et leur faire découvrir des artistes, des moments culturels, de vivre des choses de ce moment-là. Et oui, on a une ouverture parce que le ministère va embarquer, l'exécutif chez nous va embarquer et le maire est quand même très ouvert à la culture. Je veux dire, Première Ovation, c'est lui. Il est arrivé en 2008 en disant « Ma fille n'a pas pu jouer à l'Impérial alors qu'elle faisait de la guitare, c'est lamentable, il faut faire quelque chose. » Bon, très bien. Mais ça ne va pas être les fonctionnaires qui vont gérer parce que les fonctionnaires, vous êtes vraiment trop poches. On va demander au milieu de gérer.
OK, d'accord. Alors, on m'a dit, Valérie, il faut que tu organises un truc. Bon, très bien, on va organiser un truc. Et depuis, ça fait 10 ans, on a soutenu 13 000 artistes. Moi, je veux dire, on a des carrières, on a des Karim Ouellet, on a des, Naomi Fontaine, Christiane Vadnais, on en a Steve Gagnon et compagnie. Je veux dire, on a vraiment un gros succès avec ce programme-là. Donc, oui, on a leur soutien. Puis, je pense qu'on a la chance d'avoir une belle équipe au service de la culture qui ont une ouverture sur les autres aussi. Et pas d'être le fonctionnaire plan-plan qui se dit « Bon, il est 4h moins 5, je vais aller faire pipi, parce qu'à 4h, je pars. » Bon. On simplifie. Mais, des fois, c'est l'image du fonctionnaire, des fois, je m'excuse. C'est vous qui le dites, hein? C'était le J'ai maire trop d'amis fonctionnaires qui arrivé. travaillent beaucoup. Ah oui, d'accord. Mais vous avez parlé d'enfants, de projets, en disant il faut les capter très jeunes, les enfants. Et je sais qu'un des projets, c'est un projet où vous avez mis en contact des artistes professionnels et des enfants des classes de francisation. Oui. Alors là, vraiment, on est au début du processus, là. Tout à fait. Comment ça s'appelait brièvement, là? Puis quel résultat ça a donné aussi? Ça parce s'appelait, qu'on a beau faire les actions les plus extraordinaires, il faut les évaluer pour savoir ce que ça donne. Et parfois, en termes d'évaluation, en tout cas au Québec, on n'est pas toujours si fort là-dessus. Là. En fait, ça s'appelait Rivière, tout simplement, dans le cadre du développement alors, je ne sais plus comment il s'appelle exactement le projet, mais dans le cadre des rivières de la ville, il y avait un projet de se dire comment on peut les mettre en valeur. Et on était venu nous chercher, nous, service de la culture, en disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tout de suite, médiation culturelle. Et là, on est parti sur 2 groupes. Un groupe de jeunes en francisation de l'école Saint-Malo et un groupe aussi de jeunes arrivants du centre Rire. Et on a travaillé, en fait, autour de la photographie et autour de... pas les bases de la photo, c'est-à-dire un cyanotype, des boîtes noires, etc. Donc on a retravaillé aussi un peu sur l'historique de la photo, tout en découvrant les rivières, tout ça avec des artistes professionnels, et ça a donné une rencontre de la rivière et des jeunes. Donc du territoire physique, tout à fait. Connaître. Où est-ce que j'habite? Près d'une rivière, je peux la découvrir. Naturellement, toute la démarche aussi de faire des photographies, etc., pour arriver à une expo que vous avez peut-être vue sur le pont d'Orchester cet été, entre fin juin et début septembre. Donc les 2 groupes ont pu exposer leurs photos. Et c'était une fierté à nos jeunes en francisation qui, eux, tout d'un coup, étaient ambassadeurs à la vue de tous, qui sont allés dire à leurs parents, papa, maman et compagnie, viens, c'est moi qui ai fait cette photo-là, j'appartiens aussi à la ville de par cette programmation, etc. Donc c'est comme un premier pas aussi, et je pense que quelque part le parent est rassuré par l'enfant, parce que cette fierté de l'enfant le rend fier lui aussi, donc cette intégration se fait petit à petit. Et là, cette nouvelle identité, tout à fait. Comment ça se... Puis j'ai noté la phrase de Obi, qui était la coordonnatrice du groupe Rire, qui a fait un petit discours lors du vernissage. Elle disait, en conclusion, appelez également la rivière aux 1000 détours et où serpentent toutes ces espèces qu'elle abrite et qu'elle rencontre de manière éphémère ou pas. Elle nous rappelle en fait que nous avons bien des points communs. Aujourd'hui, nous sommes ensemble ici, mais hier, ou peut-être il y a quelques années, nous avons vécu dans un autre pays. En résumé, la rivière nous a rassemblés, nous profitons tous les jours de ce qu'elle nous offre. Donc, c'était vraiment un point, cette rivière qui était tout d'un coup, par les artistes et ces jeunes, un point de rencontre, un point de compréhension, un point d'intégration. Voilà. Merci beaucoup de ces exemples-là, Valérie. J'en ai plein d'autres. Oui, bon, d'accord, on va s'arrêter là parce qu'on va passer à la période de questions, mais peut-être pour prendre un peu de recul, on voit ce qu'une ville peut faire avec sa politique culturelle, sa vision du développement culturel et de la diversité. Mais si on prend un peu de recul, comment ont évolué, je dirais, depuis 20 ans, les politiques culturelles canadiennes et québécoises à l'égard de la diversité en art? Ève Lamoureux, je pense que c'est un sujet que vous avez
Vous avez étudié? Oui, mais c'est aussi un sujet qui a été beaucoup abordé, en fait, depuis le début de la matinée. C'est comme si, dans la vision des politiques culturelles québécoises et canadiennes, la culture commence à passer, je ne dis pas que c'est terminé, mais de la défense d'une conception majoritaire, mais là, dépendante de la majorité bouge du Canada, du point de vue. Donc, cette idée l'idée d'être un point d'ancrage social à une identification commune de la culture, elle reste centrale. C'est quand même le rôle politique des politiques culturelles, et c'est un des rôles de la culture que de faire culture commune, je vais le dire comme ça. Cette culture commune-là, elle a été beaucoup pensée dans une défense des artistes professionnels, évidemment, d'une part. Donc, il y a un changement, c'est-à-dire qu'avec notamment la médiation culturelle, avec le rôle de plus en plus important des municipalités, la question de la professionnalisation des artistes et de l'art professionnel reste importante, mais avec une ouverture de plus en plus grande à l'importance de la culture dans le lien social. Et à l'expression artistique citoyenne. À l'expression artistique citoyenne, avec ou pas des artistes professionnels. Donc, je pense que c'est un des premiers changements, mais qui a un impact, puis on vient de le voir, directement sur la question qu'on analyse. L'autre question, c'est de plus en plus cette ouverture ou ce questionnement-là sur notre culture artistique professionnelle, parce que c'est quand même elle qui est projetée majoritairement, c'est elle qui fait école, comment la diversifier? Et je dirais qu'on est à un point où il faut continuer à faire avancer les mesures qui sont déjà prises. Et après ça, il faut aussi évaluer leur impact. Et on est peut-être là aussi. Souvent, on prend la question en se disant « tout est à faire ». Mais je ne suis pas d'accord. 10 ans plus tard, tout n'est pas à faire. Il y a plein de choses. Il y a déjà des choses de faites. Il y a déjà des choses de faites. Mais dont on connaît les résultats, qu'on a mesurés ou pas suffisamment? Pas suffisamment, je pense que c'est difficile d'évaluer. C'est aussi long. Hein? C'est à la fois des initiatives de base qui influent en haut, et c'est à la fois, après ça, des politiques ou des programmes de financement qui percolent. Et donc, le temps de part et d'autre est assez long à mesurer. Mais là, je pense qu'on pourrait commencer à voir les effets et là, à sortir d'une discussion plus théorique, puis à se dire, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche moins bien? Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Je pense que du moins, moi, je suis chercheur, donc c'est mon point de vue. Je pense qu'en termes de littérature scientifique, on est rendu là. Oui. À faire des études concrètes. Mais sur quel objet de recherche précisément? Qu'est-ce qu'on peut mesurer alors qu'il y a une grande partie d'immatériel dans tout ça? Comment une identité collective est en train de se remodeler? Et comment on arrive à mesurer ça là, pour des chercheurs? C'est difficile à mesurer dans l'absolu, mais on peut voir est-ce que les collections se diversifient? Est-ce que les publics se diversifient? Est-ce que la composition des conseils d'administration, des conseils des arts, est-ce que les travailleuses culturelles, on en a peu parlé, mais ils sont aussi extrêmement importants. Et une fois ça fait, qu'est-ce que ça change dans les programmations? Est-ce que ça change quelque chose? Probablement. Et si moins oui, on espère. Et à quel degré? Si oui, comment? Et après ça, comment mesurer? Parce qu'à un moment donné, justement, on sort du silo et on recrée un nous. Ce nous-là, après ça, il peut être moins dans la segmentation d'identité puis de communauté. Mais ça, comment l'évaluer? C'est fascinant pour des chercheurs. C'est un très, très beau ouvert devant vous, là. Oui, c'est clair. Voilà. Écoutez, pour finir, peut-être une dernière... préparez vos questions. Je vous en prie, allez au micro tout de suite. Peut-être à vous, je ne veux pas réouvrir un vieux débat. De toute façon, on va continuer. On va parler de la composition d'un nous, justement. En quoi exactement... Qu'est-ce que ça va... est-ce que ça nous aide de revenir sur les distinctions? Vous êtes fort sur les définitions entre interculturalisme et multiculturalisme à ce moment-ci. Est-ce que ça peut nous aider de mieux définir les termes? Le Québec se veut interculturaliste et non pas multiculturaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le débat actuel?
Ben, pour moi, c'est fondamental. Mais moi, je suis très, très sensible à la question de l'interculturalisme comme étant une possibilité de mettre en place un modèle qui allierait les forces et les faiblesses d'un modèle plus républicain et d'un modèle plus multiculturel, en fait. Alors, un modèle qui est résolument pluraliste, mais en même temps, je veux dire, qui tenterait d'essayer de voir jusqu'où est-ce que le multiculturalisme définit de manière caricaturale comme étant la mosaïque, là, on vit les uns à côté des autres de manière pacifique. Comment est-ce qu'on est capable de faire atterrir un modèle qui aurait pour objectif de composer ce nous-là pluraliste, en fait. Alors, c'est ça l'idée derrière l'interculturalisme quand on regarde les travaux. Le grand problème... Est-ce que tous les spécialistes le définissent de la même façon? Non. Puis ils vont être capables... Il y a même Mathieu Bock-Côté qui peut nous offrir une définition de l'interculturalisme qui va être très surprenante, ou pas, dépendamment de ce que vous pensez de Mathieu Bock-Côté. Essentiellement, c'est une étiquette qui vise à faire passer le multiculturalisme au Québec. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Faire passer pour quelque chose de non applicable au Québec. De non applicable au Québec. Voilà, exactement. Mais donc, l'idée de l'interculturalisme, le grand problème dans l'état actuel des choses, c'est qu'on est capable d'y mettre tout ce qu'on veut parce que ça n'a aucune existence propre, ça n'a aucune incarnation. Aucune assise légale, en tout cas. Hein? C'est nulle part dans les textes de loi. Donc, on est dans les valeurs, on est dans les énoncés de principe, on est dans les politiques, mais donc, grosso modo, quand on essaie de le faire atterrir puis de faire ressortir les différences qui existeraient au Québec concrètement dans la gestion, justement, du modèle culturel puis de la plus grande représentativité des minorités culturelles dans le débat artistique, pour revenir au débat initial, on court après un fantôme parce qu'on n'est pas capable de voir les différences concrètes. Tant que l'interculturalisme ne sera pas défini, ben ça va devenir une idée, une manière de penser, mais ça va permettre au Mathieu Bock-Côté de ce monde de dire ce qu'il veut de l'interculturalisme. Et du côté progressiste, la même chose. On va être capable de définir... Est-ce qu'un gouvernement qui se dit nationaliste et de centre-droit aurait intérêt à arriver à une définition légale de l'interculturalisme? Ben, moi, je suis un peu effrayé de la définition que le gouvernement actuel pourrait mettre de l'avant quand on regarde ce qui s'est passé avec la loi sur la laïcité. Alors, j'aurais tendance à dire, attendons un autre gouvernement avant d'aller de l'avant avec ce débat-là. Mais ça, c'est ma lecture politique des choses. Parce qu'évidemment, ce serait sans doute notre ministre dont on parlait tout à l'heure qui s'en occuperait. Oui. Quel gouvernement, bien intentionné... De bonne foi. La question de la bonne foi est importante. Est-ce que ce serait important d'avoir une définition légale? Est-ce que ça nous aiderait? C'est fondamental. C'est fondamental. Si on prétend que le Québec fonctionne selon un mode de gestion de la diversité qui serait distinct du multiculturalisme à la canadienne, c'est ça l'interculturalisme. Donc un vrai modèle québécois. S'il en existe un, ben définissons-le. Parce que tant qu'on ne l'aura pas défini, ben c'est la même chose que ce qui se passe partout ailleurs au Canada. Sauf peut-être des études de cas en disant, ben, ici, on a des tendances au Québec à fonctionner davantage comme ça par rapport à l'Ontario ou quoi, mais là, on est dans des données qui sont davantage sociologiques. Si jamais il existe, définissons-le. Sinon, ben, assumons le fait qu'il y en a un seul modèle qui s'applique partout. Donc, si on vous donne le mandat comme juriste, je suis pas certain que le gouvernement actuel va me donner ce mandat-là. Monsieur Maître Bosset et vous, là, font un bon travail. Non plus, hein, non, ça. On est un peu, enfin, voilà. Donc, c'était plus un commentaire, point d'information. Colline Nièce, je travaille pour le Musée de la Civilisation. Puis, quand on parlait des programmes institutionnels qui viennent d'en haut et qui percolent au niveau des acteurs culturels, eh bien, au Musée de la Civilisation, en fait, on bénéficie actuellement d'une subvention du ministère de la Culture pour développer, en fait, une démarche d'inclusion en termes de collectionnement et aussi de co-création avec des minorités culturelles diverses. Donc, on travaille en fait en ce moment avec des publics itinérants, on travaille avec des personnes de la communauté sourde et on développe un programme d'ailleurs avec Natacha et le CELAC, d'où notre partenariat pour l'Université d'été, avec les personnes migrantes qui sont sur le territoire québécois depuis moins de 3 ans. Et donc, toute cette démarche, en fait, va nourrir la réflexion qu'on peut avoir comme institution, en tant qu'institution de conservation et de transmission du patrimoine, de la représentativité, donc, de ce patrimoine matériel, en fait, que sont les objets de migration qui, historiquement, ont nourri la diversité et l'identité québécoise et qui continuent d'alimenter une représentation diversifiée donc, de l'identité québécoise. Donc, pour vous dire que oui, ça percole, ça essaime, ça se diffuse. Et puis nous, au musée, on aime beaucoup justement les mesures d'évaluation. Donc, dans le cadre de notre démarche, on va évaluer en termes de public, pour ceux qui reçoivent, mais ceux aussi qui co-créent, donc les acteurs de cette démarche-là,
comment ils vivent l'expérience, est-ce que ça a un impact dans leur vie de tous les jours, dans leur rayonnement culturel identitaire. Donc voilà, c'était plus un témoignage que le musée essaie de faire, en tout cas. On est là-dedans. Est-ce que dans votre esprit, une fois l'évaluation faite, ce type d'initiative deviendrait un peu permanente? Mais c'est ce qu'on a toujours essayé de faire aussi au musée. C'est juste que là, il y a des fonds qui débloquent supplémentaires, mais je pense que c'est un souci qu'on a toujours eu au musée. On parle ici aussi d'autochtonie, Jean qui est là avec nous, qui est le conservateur aussi en lien avec tout ce qui est l'autochtonie au Québec. Ça a toujours fait partie de notre souci, de notre mission, mais je pense qu'effectivement, avec ces mesures d'évaluation, on va peut-être en faire un petit peu plus, puis le faire un petit peu mieux aussi, puis essayer d'avoir une synergie aussi au niveau de l'institution même, des conservateurs, des gestionnaires aussi du musée. Donc on espère aussi que tout ça va percoler de manière positive. Et est-ce que dès le début, vous aviez les partenaires que sont le CELAT et le Centre multiethnique, ou vous êtes allé les chercher, ou c'était... Bien, moi, j'ai pas travaillé directement sur le dépôt du programme, mais je pense que ça s'est fait de manière assez organique. En fait, peut-être Natacha, historiquement... Ouais, tu vas m'aider. Dans le fond, le projet... Parce qu'il me semble qu'il y a une différence si le projet est déjà un projet conjoint au départ. Il n'était pas projet conjoint au départ. Il y a eu vraiment une alliance sur un début de projet avec le musée et le centre multiethnique sur la même demande. Et associé à ça, c'est Hélène qui est arrivée par la suite du CELAT avec un autre projet en amont, avant son embauche au CELAT. Et tout s'est attaché en peu de temps, là. Donc, il y avait quelque chose déjà qui se construisait à la base. Et par la suite, tout s'est attaché grâce à Hélène aussi, puis les fonds aussi qui se présentent. Parce qu'on cherchait ce matin les conditions de réussite au fond. Alors, il faut qu'il y ait des partenaires intéressés au même moment. Il faut aussi que l'argent soit là. Puis, je pense que c'est le lien, c'est le lien qu'on a eu indirectement qui a fait que ça l'a levé au même moment sur les différents besoins. Puis qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On ne l'avait pas imaginé comme ça il y a quelques temps. On s'est vu seulement à fin août pour arriver à quelque chose de construit quand même, qui va se construire réellement. Puis on est allé plus loin. La proposition qu'on fait actuellement avec le musée, avec le CELAT, on va plus loin de ce qu'on a parlé au début, là. Oui. Et c'est très intéressant. Ouais. Parfait. Même en termes de collectionnement, le projet Université d'été qui va jumeler des jeunes... en fait, les étudiants vont travailler avec des jumelages de 10 ou 15 personnes issues de l'immigration. Mais ce projet-là, organiquement, il va venir nourrir la réflexion des critères de collectionnement du musée. Donc, ça peut aussi influencer positivement la politique d'acquisition des collections du musée de la civilisation. Voilà. Oui, Hélène Giguère? Oui? On le pose vers le haut, je pense, hein? Le petit... Attendre 2 secondes. Oui, voilà, c'est bon. Bien, juste pour ajouter à ce qui a été déjà dit, c'est souvent une question de synergie. Un projet porteur pour une société ne peut pas être porté par une personne, par une institution. Donc, il y a vraiment eu une idée qui a germé, qui est venue d'ailleurs que de ma tête, qui a été aussi adaptée pour les besoins ou les particularités que j'ai perçues dans la société québécoise, mais c'est surtout en allant chercher des partenaires, des alliés, où chacun, finalement, vient nourrir un besoin qui lui est propre et aussi des compétences, des ressources qui lui sont propres. C'est vraiment en travaillant ensemble qu'on peut porter des projets comme ça. Voilà. Parfait. Oui, Madame Guévremont. Alors, moi, je voudrais revenir sur l'idée des quotas. J'ai un bagage en droit international économique, alors ça me parle beaucoup les quotas. Et je suis intéressée de savoir quelle transposition on peut en faire par rapport à nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le thème de nos réflexions. Alors, j'ai une question pour M. Kwan, pour mon cher collègue Louis-Philippe Lampron, mais je veux aussi interpeller Mme Yumbisi sur ces questions-là. Alors, vous avez donné des statistiques vraiment intéressantes de l'UDA,
D'ailleurs, je me demandais si elles étaient publiques, ces données, si on peut y avoir accès. Mais ouais. je vais compléter. Et par ailleurs, vous avez évoqué cette idée-là de quota, mais si j'ai bien compris, il n'y a rien en place en ce moment. Ça n'existe pas dans les incitatifs pour faire en sorte qu'il y ait plus de diversité. Donc, vous pourrez peut-être réagir à ça. Et là, je voulais savoir, c'est au calque, vous travaillez avec ça aussi, s'il y a eu une intégration, s'il y a des quotas qui sont définis, mais en tout cas, de par vos propos, plus tôt ce matin, j'aimerais dire qu'il y a des incitatifs, il y a des initiatives pour aller vers plus de diversité sans néanmoins qu'on force la main. Et vous avez même parlé d'une réception assez négative lorsqu'on évoque ces idées-là, qu'il pourrait y avoir des réactions hostiles finalement à l'idée de faire de la discrimination positive. Vous pourrez peut-être revenir là-dessus. Et ensuite, pour mon cher collègue, est-ce que ça pose un problème de tels quotas dans des politiques publiques d'un point de vue des quotas, mais pour de la discrimination positive? Est-ce qu'il y a des incompatibilités? Comment est-ce qu'on reçoit ça quand on est un spécialiste des chartes, comme tu es? Merci. Alors, Albert, peut-être, au début? Oui, oui, les statistiques sont disponibles. En fait, ça a été colligé par... c'est un article de Radio-Canada, pardon, qui a été publié. C'était une recherche. Ils ont fait une recherche sur les 10 séries les plus populaires en 2018. Donc, c'est de là que j'ai tiré ces chiffres-là. Les quotas... Est-ce que ça fait l'objet d'un débat, l'UDA? Parce que... On en parle dans nos actions qu'on veut faire, dans nos représentations qu'on veut faire. On irait jusque-là, mais est-ce que c'est la voie? C'est ce qu'on s'est dit. Je veux juste vous donner un exemple. Le comité Mosaïque a remis un prix l'an dernier au Théâtre Jean Duceppe parce qu'ils ont, pour une initiative qu'ils ont prise, ils ont fait des auditions ouvertes pour voir des acteurs et des actrices, dit de la diversité, mais aussi de plus vieux, plus âgés, qu'on ne voit plus nécessairement sur les planches, ayant des formations différentes, etc. Et les directeurs artistiques voulaient, par cet exercice-là, et ils l'ont refait cette année, ils vont probablement le refaire encore, ils voulaient, par cet exercice-là, changer ce qu'on appelle les familles de théâtre. Quand un metteur en scène est engagé, souvent il va engager les gens avec qui il a travaillé, etc. Donc, ce qui fait qu'on voit toujours la même distribution ou presque. Donc, ces directeurs artistiques-là, qui sont plus jeunes, ont voulu changer la façon de faire et, sans établir de quota, ont juste demandé aux metteurs en scène, après l'exercice d'avoir vu, on était 60 à auditionner lors de ces auditions ouvertes-là. Pour des rôles précis, quand même. Non. C'était, on montait une pièce. C'est ça, on montait une scène, pardon, et il y avait des metteurs en scène des saisons qui s'en venaient et d'autres metteurs en scène qui travaillent chez Duceppe et qui travaillaient dans d'autres théâtres aussi, et qui assistaient, qui faisaient que découvrir des nouveaux visages, des nouveaux talents. Et à partir de cet exercice-là, ce qu'ils voulaient faire, ils ont demandé aux metteurs en scène d'attribuer, après audition, 30% des rôles d'une pièce, de la pièce qu'ils vont monter. Et les chiffres sont sortis, et c'est allé au-delà de ce 30%-là qu'ils souhaitaient. Et pourtant, c'était pas une obligation. Ils ont juste, c'était un souhait. D'attribuer au moins 30% des rôles à des gens issus des non, même pas. Après audition. Après audition. Donc, ça veut dire que c'est des rôles auditionnés. Okay. Donc, on ouvre la porte à l'accessibilité au travail, à plus de gens que toujours les mêmes qui vont travailler. D'accord. Donc, en partant de cet exemple-là, est-ce que l'établissement de quotas est nécessaire ou si on suggère juste fortement? Et de plus en plus, si je ne me trompe pas, et vous pourrez peut-être en dire plus, mais les conseils des arts, je sais que le Conseil des arts de Montréal a des balises maintenant que si on veut plus de sous ou si, pour entrer dans... Il faut cocher, est-ce qu'on a des gens issus des diversités? Est-ce qu'on a des gens, des groupes minoritaires, etc. etc. Encore là, comment définir la diversité dans ce cadre-là? Ça dépend peut-être des institutions. Madame Miumbisi, voulez-vous aller au micro peut-être, si on veut capter votre réponse?
Oui. Donc, pour répondre à la question, non. En ce moment, on ne travaille pas du tout avec des quotas. On est plus, une fois encore, sur des mesures plus incitatives. Tout à l'heure, dans les différents commentaires, on disait qu'il faut que ça vienne d'en haut. Puis nous, avec nos derniers plans d'action sur la diversité, c'est paru. Sur notre CA, il y a 2 personnes sur 12, je pense, dorénavant, qui sont issues de la diversité, sur le comité de direction, les professionnels. Donc, il y a vraiment, en termes de prise de décision, pas juste pour la forme, mais les décisions se prennent au CA, il y a des personnes de la diversité qui vont challenger les décisions qui sont prises par les comités et jurys ou les propositions des comités et jurys. Si on parle dans la même idée que ce dont vous parliez pour le Conseil des arts de Montréal, à la dernière évaluation globale, nous, l'évaluation globale, c'est quand on fait l'évaluation de tous les organismes qu'on soutient à la mission. Il y a un critère qui a été ajouté pour la diversité. Maintenant, après, il a ses limites. On est toujours en train de le fine-tuner, mais au moins, il y a ce critère-là qui dit, si tu veux avoir plus d'argent, ben, fais la démonstration. Tu leur as fait de la place. Tu as une programmation qui leur permet de s'exprimer. Et oui, ça va venir avec plus d'argent. Puis, éventuellement, les organismes de la diversité eux-mêmes devraient être mieux placés pour avoir 5 sur 5 à ce critère. Et un DUCEP, par exemple, aurait peut-être des points supplémentaires. Comment définissez-vous le leur? Le leur, la diversité, dans votre cas, qu'est-ce que c'est? Nous, la diversité, c'est des personnes issues de l'immigration qui ne sont... C'est une définition complexe, mais on en a une qui est écrite, qui exclut, je pense, seulement les Français. Ah ben merci. Est-ce que je me trompe? Eh bien, moi, je m'en vais, c'est fini. En termes de... Je retourne chez moi. Mais attendez, est-ce que ça inclut les Autochtones? Est-ce que ça inclut les gens, l'identité de genre? Les Autochtones à leur demande. Les Autochtones ne font pas partie de la diversité, c'est le peuple fondateur. Ils ont des programmes spécifiques, par ailleurs. Spécifiques à eux, comme Vivacité. Je l'ai quelque part dans mes notes. Il y a une définition qu'on avait faite pour le programme Vivacité qui est dédié complètement donc, origine culturelle, mais aussi identité de genre. Par exemple, tous les gens de la diversité sexuelle ne sont pas là-dedans. Non, pas là-dedans. D'accord. C'est une préoccupation en termes de représentativité, comme pour les femmes. Mais il n'y a pas de programme spécifique à cette minorité, façon de parler. D'accord. Immigrantes ou issues de l'immigration. Deuxième génération. Sans français. Vous êtes les cousins, c'est de la famille déjà. Moi, je ne comprends pas, là. Il y a de la discrimination à ce niveau-là, en tout cas. Ça va, ça complète votre réponse? Ça répond à la question? Oui, Albert? Si je peux juste ajouter, ça me vient à l'esprit, mais Radio-Canada a maintenant, dans leur politique de diffusion, dans les équipes décisionnelles, donc la production, la réalisation et l'écriture, si je ne me trompe pas, il doit maintenant y avoir des gens issus de la diversité pour foisonner. Donc, ça devient même pour eux, un critère de sélection dans les projets qui vont produire. Et c'est écrit, c'est pas uniquement suggéré? Non, ça vient tout juste d'être annoncé. Là, il y a peut-être moins d'1 an, si je ne me trompe pas. Là. Mais c'est ça. Donc, ça commence à être installé. Parfait. Merci. Monsieur Lampron? Oui, très rapidement. Quotas, oui ou non? Sur cette question difficile. Oui. Les quotas en art, en fait, ça nous ramène à la question des autres droits fondamentaux. Parce qu'on parle de discrimination positive et donc il y a un moyen de défense qui a été établi très clairement et qui fait en sorte qu'il n'y a pas de problème à établir un programme d'accès à l'égalité, un programme de discrimination positive, si on ne veut pas que ça soit contesté par le droit à l'égalité. On ne peut pas parler de discrimination en rebours. Bon, maintenant, en art, vous parlez des familles de théâtre, c'est pour ça que là, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que le quota, ça veut être une intervention parfois directe dans le travail des créateurs? Est-ce que là, ce qui pourrait être contre-invoqué, c'est la liberté d'expression artistique? Qui est très, très importante et qui a traversé, à mon sens, tout le débat sur Canada, tout le débat sur Slav. On va se retrouver en Cour suprême avec Mike Ward. Oui, mais je ne veux pas, qu'on se mette à se lancer des objets. Non, il ne faut pas rouvrir ce débat-là, mais c'est fondamental, la question donc de la liberté d'expression artistique et qui peut poser des questions très, très particulières en lien avec l'imposition de quotas sur la production d'œuvres artistiques. Alors, est-ce que l'incitatif, l'expérience, par exemple, du théâtre Jean Duceppe, Gilles Duceppe, mon Dieu, quel lapsus, théâtre bloquiste, théâtre, donc, Jean Duceppe, est-ce que c'est plus efficace, en fait, d'y aller avec les incitatifs pour briser ces espèces de routines qui peuvent s'installer dans le quotidien des créateurs et qui entraînent des biais systémiques à l'encontre de groupes minoritaires? Ça, c'est très intéressant. Mais la question des quotas, je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr, ça peut tout à fait être jugé comme étant quelque chose de favorable
considérant l'importance que le droit à l'égalité en droit. Mais c'est sûr qu'il y aurait aussi des tensions avec d'autres droits fondamentaux, dont la question de la liberté des créateurs. Et malgré ça, Ève, vous seriez favorable au quota? D'après ce que vous disiez. C'est la même chose, c'est-à-dire, puis c'est la même chose dans la question des quotas sur les femmes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui souhaite avoir besoin de quotas. C'est pas une solution, c'est pas... Mais à un moment donné, ça peut être une façon... Le dernier recours. Le dernier recours, puis une façon de forcer des transformations plus accélérées. Et donc, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que pour l'instant, ne serait-ce que d'y réfléchir sérieusement me semble une façon de faire avancer le débat, et pour ça, je prends position pour. Mais si la situation change, si on trouve d'autres stratégies, comme n'importe qui, je serai toujours plus ouverte à d'autres solutions que celle-là. Parfait. Mais entre-temps, la réflexion, c'est déjà un moyen d'action. C'est déjà une façon de s'engager dans l'action, idéalement. Oui, puis c'est une prise de position claire en disant il y a un enjeu, il y a un obstacle et il faut agir. Merci. Merci beaucoup à vous quatre. Merci, encore une fois, bravo. Bravo, merci.